Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui je suis pas tout seul puisque je suis accompagné de Anto Salut JB, salut Goth. et de Yorick. Salut à tous. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept qu'on a nommé Qui voulez-vous dans votre équipe? Il est assez simple puisqu'on va prendre trois coureurs qui ont des caractéristiques communes, même si le profil n'est pas toujours exactement le même. Et puis on va les comparer pour savoir qui on veut en leader, qui on prend en remplaçant et qui tout simplement auront le contrat. Aujourd'hui, le trio, c'est les rois des Flandres, à savoir Tom Bonnen, Fabian Cancellara, son grand rival, et l'actuel roi, Mathieu Van Der Poel. Trois coureurs qui ont donc réalisé chacun le doublé Paris-Roubaix, Ronde van Vlaanderen et bien d'autres choses dont on va vous parler maintenant. Donc je vais laisser Yorick commencer par présenter Fabian Cancellara. Ouais, bon bah Fabien Cancellara, voilà, le coureur suisse qui a pris sa retraite en 2016 et qu'il avait commencé en 2000. Donc voilà, saison de carrière au plus haut niveau. Quand même 88 victoires professionnelles, 21 grands tours disputés, 35 monuments également. Et en termes de voilà de palmarès, 3 Tours des Flandres ainsi que 3 Paris-Roubaix, 8 étapes sur le Tour de France, 4 fois champion du monde du contre-la-montre. Deux fois champion olympique du chrono également, vainqueur à Milan-San Remo. Et on peut également parler de ses 11 victoires sur le Tour de Suisse ainsi que de ses victoires sur les classements généraux de Tirreno Adriatico et du Tour de Suisse. Ouais. Et donc Anto, qui va nous présenter Tom Bonnen. Mais Tom Bonnen, le magnifique coureur de l'ancienne Omega Pharma Quickstep, Ethics Quickstep, pardon, et compagnie, un coureur assez incroyable avec ses 122 victoires, ses 4 Paris-Roubaix, ses 3 Tours des Flandres, ses 6 étapes sur le Tour de France. Il est champion du monde en 2005, qui est, je pense, sa meilleure saison, hein. Euh, avec donc 16 victoires, 7 World Tour, 2 étapes sur le Tour, un doublé flandrien et champion du monde. Donc un coureur haut par son talent et qui a fait une grande partie. Je crois qu'il a fait 2 saisons à l'US Postal, mais après sinon il a fait toute sa carrière chez Quickstep, donc en plus un coureur fidèle. Donc c'est un point à souligner pour tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que c'est un point qui peut aussi nous aider à choisir. T'as présenté Tom Bonnen en disant magnifique. Je pense que celui qui a le plus de style, c'est Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, est-ce qu'il y a besoin de le présenter? Vous le connaissez tous, vous le voyez tous les week-ends. On va s'attarder quand même un petit peu sur les chiffres. Lui, il a 49 victoires professionnelles, donc là, pour le coup, c'est beaucoup moins que les deux autres. Ça va le désavantager parce qu'il a commencé assez tard et en plus, sa carrière n'est pas terminée. Mais par contre, sur ces 49 victoires, il y a déjà 6 monuments, donc 3 rondes 2 Paris-Roubaix et un Milan-San Remo. Vous avez vu toutes ces victoires, je vais pas y passer 3000 ans. Un petit point qui le retient, on va dire, c'est qu'il n'a gagné qu'une étape sur le Tour de France. Donc ça va être un petit désavantage. Mais sinon, un palmarès, on va dire, qui n'a rien à envier aux autres dans la qualité, mais un peu par le nombre. Donc, est-ce qu'il y a peut-être un critère qui vous a aidé à départager ces trois coureurs? On a entendu Anto nous parler de la fidélité. Est-ce que Yorick, il y a toi quelque chose aussi qui t'a donné un peu, comment dire, le bon bout pour un de ces trois coureurs? Ouais, bon, comme l'a dit Anto, la fidélité, c'est quand même un bonus, on va pas se mentir. Moi aussi, le côté quand même complet du coureur. Moi, je valorise toujours plus un gars qui est capable de performer à un très haut niveau sur plusieurs terrains. Donc, je trouve que c'est quelque chose d'important également. Ainsi aussi que la régularité au niveau des performances, pas que le palmarès, mais voir si tout au long de sa carrière, ça a été très régulier ou si malheureusement, de temps en temps, il y a eu des trous d'air. Donc voilà, c'était des trucs aussi qui, selon moi, sont ta valorité. Ouais, je suis assez d'accord avec Yorick sur tout ce qu'il a dit. Moi, ce que je valorise aussi également, c'est le fait que finalement, quand on est patron d'équipe, on a aussi un sponsor à montrer et que le nombre de victoires est extrêmement important pour la visibilité de l'équipe, etc. Donc, je vais aussi privilégier évidemment le palmarès, le prestige des victoires, bien que ils aient gagné de toute façon.
tous les trois sur les plus grandes courses du monde finalement. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que moi je vais privilégier. Ouais, bah, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. J'ai pas grand-chose à ajouter, à part que peut-être pour Van Der Poel et pour Cancellara, ils ont des comment dire, on va dire des disciplines un peu sur le côté, que ce soit le contre-la-montre pour Cancellara qui est pas vraiment sur le côté, mais qui est un peu différent de des courses sur route basiques, on va dire, et Van Der Poel qui a ce côté cyclocross en plus, donc ça peut aussi pousser l'aiguille d'un côté ou de l'autre en fonction. Et donc on va passer au moment fatidique, à savoir bah, tout d'abord donner le coureur dont on rompt le contrat. Je vais laisser la main à Yorick du coup en premier. De qui as-tu rompu le contrat? C'est un choix très dur, hein, parce que bon, on est quand même sur trois immenses coureurs. Malheureusement, je romps le contrat avec tristesse et beaucoup de peine à Mathieu Van Der Poel, pour la simple et bonne raison que malheureusement, je prends ça en compte également, sa carrière est encore en cours. Et que aussi, bah, malheureusement pour lui, il a commencé quand même plus tard le vélo sur route, c'est-à-dire que bon, bah, c'est en 2018-2019, donc il a déjà 23-24 ans, ce qui est relativement tard quand on voit que un Cancellara a démarré à 19 ans ou un Boonen a démarré pareil à 20 ans, 21 ans. Donc c'est quand même un peu plus tard que les deux autres. Et je trouve que en fait, Mathieu Van Der Poel, c'est un mix entre les deux. Donc bon, c'est un peu moins bon sprinter que Boonen, mais peut-être mieux quand même que Cancellara. Ça passe bien les bosses, peut-être un peu moins que Cancellara quand il était en très grande forme, mais quand même mieux que Boonen. Et bah, je trouve voilà que c'est pas. En fait, même s'il est sur un record quand même assez phénoménal, il a pas non plus, même s'il a une grosse rivalité avec Van Aert, c'est pas non plus le même niveau que la rivalité Cancellara-Boonen. Et du coup, pour cette raison, malheureusement, je mets fin à son contrat chez moi. D'accord, bah on va d'abord révéler Anto de qui tu romps le contrat, et puis on débattra après une fois qu'on aura tous les trois donné ce premier nom. Ouais, je peux comprendre l'avis de Yorick. Moi, j'ai quand même décidé de rompre le contrat de Fabian Cancellara. Alors, pour la première raison, c'est une question d'éthique. On connaît toutes les affaires qu'il y a eu autour du vélo. D'ailleurs, c'est même Tom Boonen lui-même qui avait accusé Fabian Cancellara d'être convaincu qu'il avait un vélo dans son moteur, notamment sur ce fameux Tour de Flandre 2010. Un Un moteur On moteur dans dans son son voit... vélo vélo. plutôt. Ouais. J'ai dit un vélo dans son moteur? Oui, Ouais. ouais, très très belle. Ah oui, ça marche. Ouais, c'est pas Ça forcément marche vrai. moins Ça bien. serait beaucoup moins discret, ça serait beaucoup moins discret en tout cas. Ce serait moins discret, effectivement. Donc voilà, pour toutes ces raisons, pour toute cette raison, bah forcément, ça entacherait l'image de mon équipe. Donc voilà, déjà, ce serait même dans la vraie vie, si ça avait été vérifié, ça aurait été motif de rupture de contrat quoi qu'il arrive. Sinon, pour parler plus de palmarès et du coureur en lui-même, évidemment que c'est un immense coureur, mais qui va apporter des victoires plus sur des contre-la-montre, qui est quand même des contre-la-montre, on en a un petit peu moins que le reste. Un tout petit peu moins polyvalent. Alors certes, oui, il gagne des classements généraux, ce que ne gagnent pas forcément les deux autres, même si Van Der Poel en a gagné quelques-uns. Ouais, moi je le trouve un tout petit peu moins polyvalent. En confrontation directe, Tom Boonen a plus de victoires déjà, plus de victoires, même largement plus de victoires. Et voilà, c'est non seulement deux autres coureurs que je préfère par rapport à Cancellara, et en plus qui, selon moi, seraient plus efficaces dans mon équipe. Donc pour toutes ces raisons, ciao Cancellara et désolé. Ouais, et moi, un peu à contre-cœur, parce que moi, c'est vraiment les coureurs que je préfère, les coureurs flandriens, et du coup, j'aimerais bien pouvoir garder les trois, mais si on fait ça, bah, la vidéo n'a plus aucun intérêt. Du coup, je vais devoir te suivre, euh, même si, comme tu l'as dit, énormément de polyvalence, des classements généraux en World Tour, je pense pas que Van Der Poel l'ait fait, contrairement à ce que tu avais l'air d'avancer.
S'il a fait Si, si, World Tour. si. Oui. Bon. Si, voilà, c'est ça, c'est World Tour. Ouais. Mais c'est pas tout à fait les mêmes. Tirreno, Tour de Suisse, c'est quand Ah même oui, non, 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 bah, ça, de la grosse qualité. oui, Et puis même, oui. c'est celui qui a gagné avec beaucoup de contre-la-montre, certes, mais le plus d'étapes sur le Tour de France. Pour l'instant, en tout cas, puisque Van Der Poel n'a pas fini, mais il n'en a qu'une pour l'instant, donc pour aller à 8, il va quand même falloir qu'il se lève tôt. Voilà. Mais je peux pas vraiment, contrairement à Yorick, je peux pas vraiment, comment dire, imputer à Van Der Poel le niveau moyen de ses adversaires. En fait, sur les classiques, c'est pas vraiment de sa faute si le niveau de ses adversaires est moyen, ou si par exemple cette année ils sont tombés et du coup ne sont pas au rendez-vous. Lui, il écrase la concurrence qui se présente à la course. Et du coup, au niveau du palmarès, je pense que déjà aujourd'hui, il regarde droit dans les yeux ces deux, j'allais dire ancêtres, enfin, ces deux pères, Ouais. en confrontation directe de palmarès, comme tu l'as dit, et même en course, bah, Tom Bonnen, il a plus de victoires sur les deux monuments qui étaient un peu leur guerre enfin, au cœur de leur rivalité, à savoir Paris-Roubaix et le Ronde de Van Vleuten. En plus de ça, Tom Bonnen a quand même une qualité de sprint qui lui permet d'avoir un nombre de victoires bien plus impressionnant que celui de Cancellara. Dernière chose, un peu qui, pour finir sur Cancellara, est assez complet. En 2016, quand il prend sa retraite, il est quand même encore à un très très bon niveau, ce qui peut nous amener à nous demander si, en poussant une saison ou deux de plus, il aurait pu encore étoffer ce palmarès, puisqu'il part notamment sur un titre de champion olympique du contre-la-montre. C'est vraiment son tout dernier jour de course. Et puis, il était encore très bon cette année-là sur les monuments, avec notamment une deuxième place sur le Ronde 2 qui était quand même, enfin, augure de possibilités dans un avenir proche, quoi. Voilà. Donc, on va pouvoir passer à la suite avec donc le remplaçant et le leader. Voilà, je pense en coach, tu peux prendre la main cette fois-ci. Qui est ton leader et du coup, par extension, qui est ton remplaçant? Non, du coup, les deux sont d'immenses coureurs. Ils ont tous les deux des gros palmarès. Alors, euh, Mathieu Van Der Poel, pourquoi je ne l'ai mis que, entre guillemets, remplaçant? Pour la simple et bonne raison qu'il est dans une carrière immense. Il a bien moins de victoires, donc je reste toujours dans cette logique de victoire, qui est quand même extrêmement important. Et alors, même si j'étais pas trop d'accord avec cet argument de Jury qui disait qu'il est arrivé à une période où il y avait moins de rivalité, etc. On fait que dire on est sur l'âge d'or du cyclisme et que le niveau a jamais été aussi élevé. Donc ça, je suis pas trop d'accord avec cet argument-là. Mais moi, mon argument, c'est surtout de dire ouais, que Bonnen, au niveau victoire, c'est imbattable. Que quand Mathieu Van Der Poel aura ce nombre de Paris-Roubaix, ce nombre de Tours des Flandres, voilà, déjà, ça sera autre chose. Ce Ce nombre nombre de de Tours victoires de sur le Tour Flandre, de France, nombre de Tours de ce- Flandre, il l'a déjà. Hein. Il est déjà à ouais, 3. bien sûr. Il y a égalité. Quand je voulais dire, en plus, j'ai dit Tour des Flandres, je pensais au Tour de France, putain. Ah, oui, c'est Quand pas, il c'est aura pas pareil. quand il aura ce nombre de victoires d'étapes sur le Tour de France, ce qui pêche un petit peu malheureusement pour Mathieu Van Der Poel qui a tendance à bien gagner, du coup c'est des gros objectifs comme sur ces dernières saisons, mais qui dans une saison ne gagne pas non plus tant que ça. Et donc la pointe de vitesse de Tom Boonen lui permet d'avoir gagné ses 6 étapes sur le Tour de France, mais également toutes ces étapes et toutes ces courses finalement, toutes ces 122 victoires. Donc voilà, donc pour le prestige et pour également le fait que du coup il gagne le plus, moi je mettrais donc Boonen premier, Van Der Poel 2. Ouais, et puis d'ailleurs, tu disais sur une saison, Van Der Poel a potentiellement des trous d'air. C'est quelque chose qu'on peut bien voir. Normalement, je vous l'ai mis dans les visuels de la vidéo, mais vous pouvez le voir dans les meilleures saisons qu'on vous a affichées. Pour Tom Bonnen, on a affiché la saison 2005, où il remporte quand même 16 victoires, 7 victoires dans le Tour, deux étapes du Tour de France en plus de ce maillot de champion du monde et donc du doublé flandrien qui était donc son premier doublé. Euh,
Tandis que Van Der Poel, lui, on a affiché la saison 2023. C'est possible que la saison 2024 soit meilleure, ou la 2025, ou peu importe, mais ça, on peut pas encore le savoir. Et sa saison 2023, là où Tom Bonnen avait 16 victoires, lui, il en a que 7. Euh, et c'est clair que dans ces 7 victoires, bah, il y a encore une fois, il y a Milan-San Remo, il y a Paris-Roubaix, et il est double champion du monde, puisqu'il est champion du monde sur route et en cyclocross, ce qui quand même est une saison énorme, mais où le nombre de victoires, le total, est très peu élevé, comme tu l'as dit en tout. Donc je me permets d'appuyer tes propos. Donc Yorick, est-ce que tu peux nous donner ton leader aussi, et puis donc ton remplaçant, puis on reviendra au débat par la suite. Oui, alors juste à un donné, pour moi, pour compléter ce que disait Anto, alors ouais, la rivalité Van Aert, je suis d'accord, c'est un des tout meilleurs coureurs actuellement du peloton, si ce n'est le meilleur, notamment quand on se rappelle son année 2022. Malheureusement, le problème que j'ai, bah, il n'y a pas de monument hormis Milan-San Remo, quoi. Donc, le problème, c'est que bah, les deux côtés d'un Cancellara et de Tom Boonen, tu as 6 victoires sur les monuments flandriens et 7 pour l'autre. Van Der Poel, il a 5 monuments flandriens, Van Aert, t'en as aucun, tu vois. Donc, du coup, ça pêche quand même un peu de ce point de vue-là. Après, je pense qu'il n'y a pas que. Enfin, à l'époque de Boonen Cancellara, il y a cette stat sur Paris-Roubaix ou que sur tous leurs Paris-Roubaix qu'ils ont gagnés, enfin sur tous les Paris-Roubaix où ils ont participé, il y en a que 2 qui leur ont échappé. Ça, c'est quand même assez incroyable. Ouais. Euh, Mais ça, c'est là, il y aussi a le quand même une problème. plus grosse densité du peloton où sur le Tour des Flandres, on a eu un Casper Asgreen, on a eu évidemment Tadej Pogacar. Enfin, voilà, il y a d'autres coureurs. Il n'y a pas que les deux. Il n'y a pas que Van Aert. Et heureusement que Oui, mais c'est Van les Aert n'est têtes pas que le d'affiche. rival. Mais c'est les têtes d'affiche des monuments flandriens, du peloton actuel en tout cas. Et Ouais. Pogacar n'est pas une tête affiche du peloton. Bah, il gagne. Et j'ai pas dit du peloton, j'ai dit des monuments flandriens. Du peloton, bien sûr que si, Pogacar, mais des Bah, monuments flandriens. il a plus de monuments déjà que Van Aert. Donc Oui, pour mais moi, il a c'est moins plus de. une Mais tête pas. d'affiche que Van Aert. Bah oui, mais il a juste disputé. Enfin, il a disputé quoi, le 3 l'an passé et le Ronde qui convient bien, tu vois. Mais c'est pas non plus sa spécialité ou là où il est censé être au top. Ça reste avant tout une tête d'affiche pour les classements généraux. Ça reste un excellent coureur forcément de monuments flandriens puisque tu y gagnes un Ronde. Mais les vraies têtes d'affiche qu'on attend tous les ans pour ce rendez-vous, avant même Pogacar, c'est Van Aert, Van Der Poel. Ouais, je suis assez d'accord, même si je tiens à nuancer quand même Pogacar, pour le coup, je le mettrais dans les têtes d'affiche, parce que si on regarde que le palmarès, et qu'on regarde que les victoires sur les monuments flandriens, est-ce que vraiment Alberto Bettiol, tous les ans, est une tête d'affiche sur le Ronde de Vlaanderen? Non. Est-ce que Casper Asgreen, ces dernières années, est une tête d'affiche? Non plus. Non. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément un critère pour déterminer qui on attend chaque année. Par exemple, ces 2 dernières années, j'attends beaucoup plus Pedersen que Casper Asgreen ou Alberto Bettiol, alors qu'il n'a jamais remporté de monument, tout simplement. Hmm. Donc voilà, mais c'est vrai que, comme vous le dites, la concurrence est pas forcément la même, mais encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment l'imputer à Van Der Poel? Ça, j'en suis pas sûr. Ouais. Et du coup, Et Yorick, tu nous as pas dit ouais. qui tu sélectionnes. Bah, moi, je mets Boonen en remplaçant et Cancellara en leader. Pour deux raisons surtout. Cancellara, même s'il a un peu moins de victoires que. Quand même, enfin, un peu moins. Il a quand même 40 victoires à peu près de moins que Boonen en carrière. Bah, c'est un mec, selon moi, plus complet. Même si, voilà, les chronos, il y en a de moins en moins. Bah, quand t'as un coureur 4 fois champion du monde de chrono et 2 fois champion olympique, sachant quand même que, bon, il avait Boonen sur les Flandriennes, mais il avait aussi Tony Martin Prime sur le chrono. Donc, bah, c'est quand même de la grosse concurrence dans tous les cas. Bah, je trouve que c'est quand même à valoriser en termes d'exposition, puisqu'on parlait des victoires. Bah, ça, en termes de victoires qui t'exposent, bah, ça, c'est nickel. Ensuite, la deuxième grosse raison, bah, le collectif qu'avait Tom Boonen à l'époque, enfin, je suis désolé, mais c'était quand même quelque chose, quoi. Enfin, il avait Chavanel, il avait Devolder, il avait qui d'autre? Il avait Terpstra déjà, qui commençait les grosses perfs, Stein Vandenberg, qui était un très bon coureur déjà à l'époque aussi. Je peux parler aussi de Zdenek Stibar, ou encore, on peut parler rapidement, mais c'était encore peut-être un peu jeune, mais Yves Lampard. Enfin bref, le Boonen a toujours eu un collectif ultra dominant avec lui sur les Flandriennes. Et je trouve que le fait que Cancellara ne soit qu'un un seul monument flandrien derrière Boonen, alors qu'il y avait cette omniprésence de la Quick-Step à l'époque,
je trouve ça quand même vachement remarquable. Et ça rajoute, selon moi, du crédit à sa carrière et à ses performances. Ouais, et ben écoute, tu me convaincrais presque de monter Cancela plus haut. Parce que je veux préciser, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse, hein, parce que les trois ont un palmarès énorme. Ah oui, Les oui, non, trois clairement. rendent ces monuments flandriens, enfin, comme l'un des moments phares de la saison à chaque fois, mais ils le rendent Naïf. d'autant plus brillant par leur présence. Et c'est vrai que ce duel entre Cancellara et Bonnen a vraiment mis la lumière sur ces monuments pendant des années. Là où Van Der Poel, ces derniers temps, bah, son duel avec Van Aert, comme je le disais, a un peu tourné au vinaigre et vraiment a pris le côté de Van Der Poel assez fortement. Euh, et moi, un peu à mon grand regret, je vais pas pouvoir pousser Van Der Poel en tant que leader. Je vais le laisser en remplaçant et je vais m'accorder avec Anto en mettant Tom Bonnen en tant que leader. Même si, comme j'ai dit, Van Der Poel, il a un côté, comment dire, si je montais une équipe, je voudrais avoir son charisme dans mon équipe, en fait. Ce côté publicité, ce côté quand même flow incroyable. Je suis désolé. Enfin, c'est peut-être mon côté fan qui parle. Mais voilà, je trouve que c'est assez incroyable ce qu'il dégage sur le vélo. Mais voilà, pour revenir un peu sur un côté un peu plus terre à terre, statistique, on disait qu'il avait commencé le vélo plus tard, Van Der Poel. Au final, il gagne son premier monument, donc son premier ronde à 25 ans. Cancellara, lui aussi, avait gagné son premier monument à 25 ans. Tom Bonnen, c'est le seul qui a gagné ça un peu avant, puisque à 24 ans, il a remporté le doublé en 2005. Ce qui, ça, pour le coup, est assez incroyable. Ce qui me pousse aussi un peu à le placer devant. Il a un peu plus de précocité. Mais encore une fois, oui, il a cette pointe de vitesse, Tom Boonen, qui lui permet de gagner des sprints massifs, ce que ne peuvent pas faire les deux autres. Et puis Cancellara, c'est le seul qui n'a pas été champion du monde sur route, on va dire en ligne, pardon. Et ça, c'est un peu quelque chose quand même qui pèse lourd dans un palmarès, l'air de rien. Donc, Ouais, mais après, il y a quatre titres de champion du monde sur chrono, quoi. Enfin, ça pèse que ça contrebalance quand même vachement, je trouve, moi. ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, mais au final, le chrono, c'est quand même une discipline qui est un peu moins, comment dire, en lumière, malheureusement, qu'on le veuille ou non. Et moi, c'est quand même quelque chose qui pèse moins lourd. Je trouve qu'un titre de champion du monde en ligne, pour moi, ça pèse plus que peut-être trois titres de champion du monde de chrono, et c'est assez triste. C'est peut-être une mauvaise chose, mais c'est aussi comme ça, quoi. Le maillot de champion du monde de chrono. Tu le vois quoi? Tu le vois aller 10 fois dans l'année à tout casser, quoi. Alors que l'autre, tu le vois à chaque jour de Mm. course. Et je trouve que quand même pour une équipe, pour un sponsor qui a besoin de la publicité, enfin, pour le rayonnement de Sur- la marque et tout, c'est énorme. Surtout, si je peux me permettre, le championnat du monde de chrono qui devient de plus en plus célèbre année après année, auparavant était vraiment quelque chose qui était quand même mis un peu de côté. Je suis Il n'y pas avait d'accord. pas. Il y a quand même Tony Martin, Juan Dennis, Oui, mais bah, c'est parce que Cancellara. c'est des spécialistes. Mais Oui, mais, c'était enfin, en mais public, ça c'était reste. pas du tout reconnu. C'était un coureur qui gagne 122 victoires est bien plus reconnu, pardon, que quelqu'un qui va être champion du monde du contre-la-montre, qui est quelque chose de magnifique, mais qui va être regardé que par les plus grands puristes, tu vois. Et Donc je pour le pense même que les deux médailles d'or aux Jeux Olympiques de Cancellara valent peut-être plus que ces quatre titres de champion du monde en termes comment dire, pas de renommée, mais les Jeux Olympiques, ça touche des personnes en dehors du vélo, quoi. Genre, qui peuvent tomber là-dessus par hasard parce que c'est la période, parce que c'est l'événement. Alors que les champions du monde de chrono, déjà, comme le disait Anto, avant, c'était encore moins en vue. Mais en plus, même aujourd'hui, ça reste, même si c'est de plus en plus prisé, ça reste quand même une discipline un peu pour les spécialistes, malgré qu'on voit des Pogacar et autres aller s'y mesurer parfois. Euh, Bah voilà, c'est par exemple c'est Joshua Tarling, c'est Philippe Pogana, Remco Evenepoel aussi est un spécialiste, qu'on le veuille ou non. Donc au final,
ça reste quelque chose d'assez fermé, je trouve. Par contre, là où Cancellara a de très bons arguments que je sais plus si tu l'as mis en valeur, mais c'est sa capacité en tant que très bon rouleur à faire que ce soit le coup du kilomètre ou quelque chose qui ressemble, comme il l'avait fait notamment sur Milan-San Remo pour l'emporter. Et c'est quelque chose que Van Der Poel ou Tom Boonen ne savent pas faire, ou en tout cas ne font pas, parce qu'ils se reposent plus sur leur pointe de vitesse si jamais ça doit arriver dans un petit groupe. Alors c'est une façon différente de gagner, c'est une façon qui, moi, personnellement, enfin, que je trouve super impressionnante, et sortir d'un groupe qui semble déjà à fond, comme notamment Nibali l'avait fait aussi sur Milan-San Remo, ou voilà, c'est vraiment une victoire comment dire, qui est retentissante plus qu'un sprint, je trouve. Mais après, c'est tellement rare aussi est-ce que vraiment ça permet de le faire passer au-dessus? Moi, je suis pas sûr. Est-ce que vous avez quelque Je, chose à ajouter, ou est-ce que bah, c'est la fin de cette vidéo, tout je simplement? voulais, Ouais, pour vas-y. être complet, je voulais juste rajouter que Boone, alors j'ai parlé du côté un peu moyen du fait que notre ami Cancellara? euh, Fabian Cancellara, pardon, avait toute cette histoire autour du fameux vélo, peut-être du vélo avec un moteur, etc. Il faut rappeler aussi que Tom Bonnen n'est pas non plus un saint. Il y a eu des histoires de cocaïne, etc. Que des histoires de petits amis. Enfin bon, bref. Il n'est pas non plus le plus grand saint, donc je voulais absolument pas non plus dire que c'était l'argument principal, etc. Mais ça faisait partie donc de mes arguments. Vous avez nos avis. N'hésitez pas à nous donner pardon, les vôtres dans les commentaires. Si vous avez des trios à proposer pour les prochaines éditions de cette vidéo, bah, n'hésitez pas à nous les donner aussi en commentaire. Allez vous abonner sur Instagram, on est très très actifs, il y a des très bons contenus qui sortent là-bas. Et puis laissez un like, abonnez-vous. Et on se voit bientôt pour sûrement un prochain On en discute lundi. C'était les GOAT. Salut!